Amis téléspectateurs, honneur, merci de refaire avec moi un voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Je commence par une phrase de Pascal. Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance de choses dont on n'admire point les originaux. N'est-ce pas une erreur? C'est une esthétique. Dans mon cabas, j'ai pour vous aujourd'hui un livre de Maurice Reims, Pour l'amour de l'art. Gallimard, Maurice Reims de l'Académie française, Pour l'amour de l'art. Amateur, collectionneur, Maurice Reims est en réalité le plus fieffé des curieux. Magicien amoureux fou de toutes les choses de l'art, il est captivé tout autant par le climat historique, anecdotique, scientifique, moral, intellectuel, qui leur a permis d'arriver jusqu'à nous malgré l'opacité du temps. Sa passion s'exprime ici en 9 chapitres, aussi brillants que pleins d'humour, ou bien riches d'informations extraordinaires. Ils sont consacrés successivement à la curiosité, au créateur, à l'anticomanie, à la guerre, à la table, à la maladie, à la mort, à l'argent, au vrai et au faux. L'analyse d'un faux Vermeer, du portrait de Marat par David, d'une Madone de Raphaël, d'un Vlaminck suspecté par l'artiste lui-même, sont l'expérience de commissaire-priseur. L'évolution de la mode au long des siècles sont pour l'écrivain une source infinie de surprises, tour à tour enthousiastes, graves, amusées, dont chacun de ces textes communique au lecteur le merveilleux et vivant plaisir. Maurice Reims de l'Académie française, Pour l'amour de l'art, publié chez Gallimard. André Malraux, Le musée imaginaire. Qu'avait vu jusqu'en 1900 ceux dont les réflexions sur l'art demeurent pour nous révélatrices ou significatives et dont nous supposons qu'ils parlent des mêmes œuvres que nous. 2 ou 3 grands musées et des photos, gravures ou copies d'une faible partie des chefs-d'œuvre de l'Europe. Aujourd'hui, un étudiant dispose de la reproduction en couleur de la plupart des œuvres magistrales, découvre nombre de peintures secondaires, les arts archaïques, les sculptures indiennes, chinoises, japonaises et précolombiennes des hautes époques, une partie de l'art byzantin, les fresques romanes, les arts sauvages et populaires. Nous disposons de plus d'œuvres significatives pour suppléer aux défaillances de notre mémoire que n'en pourrait contenir le plus grand musée. Car un musée imaginaire s'est ouvert qui va pousser à l'extrême l'incomplète confrontation imposée par les vrais musées. Répondant à l'appel de ceux-ci, les arts plastiques ont inventé leur imprimerie. André Malraux, Le musée imaginaire, essai chez Folio. Le grand soir de François Duperron. Au crépuscule de sa vie, Gustave Courbet rencontre une jeune prostituée dans une bouge de Genève. Mona ressemble à s'y méprendre à Jo, la belle Irlandaise, le mobile de sa vie, la femme de ses rêves, celle qui donne naissance à l'origine du monde. Le temps d'une nuit, Courbet se confie à cet inconnu. Les amours, les rencontres qui ont marqué sa vie, mais aussi son procès, son emprisonnement et son exil en Suisse pour fuir la répression qui suivit la Commune. François Duperron, Le grand soir. Gustave Courbet. Publié, livre de poche numéro 31 456. Livre de poche numéro 31 456. François Duperron, Le grand soir. Je vous propose un roman de Karine Essex, 2 sœurs pour Léonard, publié chez J.C. Lattès. 2 sœurs rivales dans l'Italie de la Renaissance, une lutte sans merci pour un artiste qui a marqué l'histoire. Dans l'Italie de la fin du XVe siècle, la maison d'Este compte sur ses 2 filles pour assurer un avenir au petit-duché de Ferrare. Isabelle, femme accomplie, passionnée d'art, épousera Francesco, marquis de Mantoue, tandis que la jeune Béatrice se retrouve duchesse de Milan avec le terrible Ludovic Sforza, son mari. Tantôt alliés, tantôt adversaires, les 2 sœurs régneront sur toutes les cours d'Italie
Entre intrigues politiques, amoureuses et rivalité artistique, au cœur de ce puzzle familial règne un artiste aussi mystérieux que convoité, le grand Léonard de Vinci. Qui est cet homme insaisissable dont les portraits fascinent toute l'Italie? Isabelle parviendra-t-elle à l'attirer à Mantoue, exaucant ainsi son rêve de poser pour lui? À travers l'histoire captivante des deux sœurs d'Este, Karine et Sexy, un roman des plus réussis, mêlant avec efficacité art et histoire. Deux sœurs pour Léonard, Karine et Sex, chez J.C. Lattès. Je vous ai apporté de la musique. Nous sommes à la veille du 2 novembre et je vous propose la messe de Requiem de Verdi avec Herbert von Karajan comme chef d'orchestre, le chœur du théâtre de la Scala, Leontine Price, soprano, Luciano Pavarotti, ténor, Nicolas Chiorov, basse, Fiorenza Cosotto, mezzo-soprano. Numéro de série TM 0611. Messa da Requiem avec Herbert von Karajan. Messe de Requiem de Verdi. Publié chez Gramophone. Encore Giuseppe Verdi, Rigoletto, le Metropolitan Opera Orchestra, le chœur du Metropolitan Opera, James Levine, conducteur, Placido Domingo, ténor, Rigoletto Cornel MacNeil, Gilda Ileana Cortubas, Giuseppe Verdi, Rigoletto. Numéro de série 07309339. Rigoletto de Verdi, conducteur James Levine, distribué chez Gramophone, numéro de série 07309339. 07309339. Rigoletto. Filmé en haute définition les dossiers Da Vinci, peint au prophète, les secrets de Da Vinci révélés. 3 DVD. Léonard de Vinci, peintre, inventeur, musicien, philosophe et probablement le plus grand génie de l'histoire. Nonobstant l'œuvre qu'il a laissée, il était sans contredit un être en avance sur son temps. Bien que sa vie et son travail aient été scrutés maintes et maintes fois, a-t-on vraiment réussi à tout saisir au sujet de Da Vinci? Qui était-il? Quel mystère se cache encore derrière son œuvre? Sont-ils empreints de messages maçonniques et hérétiques comme on le prétend encore? Était-il un alchimiste, un conspirateur, un franc-maçon? Était-il vraiment membre du prieuré de Sion? Ou avait-il pour mission de protéger des secrets qui, si dévoilés, auraient pu changer le cours de l'histoire telle que nous la connaissons? Tous ces secrets et davantage sont révélés dans les dossiers Da Vinci. 3 DVD. DVD 1, Hérésie, les mystères de la dernière scène, Alchimie, Leonardo et la proportion divine. DVD 2, Sacrilège, le geste de Jean, Profanation, les secrets de la Joconde. DVD 3, Blasphème, Leonardo et le Saint-Suaire de Turin, Conspiration, Leonardo et le prieuré de Sion. Les dossiers Da Vinci. 3 DVD. Et mon petit trésor, un CD de Issa El Sayé. Issa El Sayé, La Belle Époque, volume 1, avec Guy Durosier, Jo Trouillot, Herbie Widmayer, Bebo Valdés et Nono Lamy. Issa El Sayé, La Belle Époque, volume 1. Ce soir, j'ai encore le plaisir, l'honneur de recevoir avec respect mon maître, le docteur Michel Philippe L'Herbourg de la Sorbonne, archéologue, directeur du musée d'art haïtien, historien de l'art. Monsieur L'Herbourg,
bienvenue chez nous, à Quisqueya, l'île mystérieuse. Nous allons continuer notre conversation. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé des faux, des problèmes créés par les faux, des expertises, les authentifications, le marché international, l'art haïtien contemporain. Où en sommes-nous? Quel malaise traversons-nous dans le milieu de l'art haïtien actuel? La situation est plutôt mauvaise et dangereuse, mais est loin d'être perdue. Nous expliquerons pourquoi tout à l'heure. Je ne suis pas prophète de malheur, mais si on se penche sur l'un des derniers chapitres de Haïti et ses peintres, on se rendra compte que la catastrophe était en quelque sorte annoncée. Je crois que le problème de faux dans la peinture haïtienne est déjà un problème assez sérieux. Mais en autant qu'on ne copie que ce qui est valable. On ne perd pas son temps à copier un artiste qui a fort peu de valeur. Donc je crois qu'il y a du plus et du moins dans les faux, et que ces artistes qui ont fait les faux sont généralement des artistes de talent qui auraient pu très bien réussir. J'en ai connu un qui pouvait à n'importe quel moment vous donner un Castra Basile ou un Price ou un Pechina à votre guise, mais qui était incapable de faire un tableau qui aurait reflété sa personnalité. Et on oublie trop souvent, et je crois qu'il y a des préjugés qu'il faut combattre. On oublie trop souvent que l'art est technique. Le mot art d'ailleurs signifie technique. Et à mon avis, le grand artiste est celui qui a assimilé le maximum de connaissances techniques pour les oublier et former son style propre. Or justement, nous sommes handicapés du fait que dans ce pays, il n'y a pratiquement pas de musée. Nous avons déjà posé le problème. Il n'y a pas de musée. Le musée que je dirige, c'est un musée embryonnaire. Le MUPANA, c'est pareil. Il n'y a pas d'école. Les artistes, généralement, sont des autodidactes qui se forment sur le tas et qui, un matin, vous voient et qui vous annoncent qu'ils ont fait une grande découverte. Et on leur répond, mais non, ceci a été fait depuis le début des années 40. Ils ne le savent pas, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas de repère. Donc, le premier point, c'est que la peinture haïtienne est condamnée à tourner sur elle-même, faute de connaître le passé de l'art haïtien. L'artiste haïtien se trouve handicapé et condamné à reprendre ce qui avait été déjà fait. Mais nous avons dit la dernière fois qu'une œuvre d'art, c'est un bien. Et lorsqu'on achète une œuvre d'art, c'est généralement parce qu'on veut faire un investissement. Il y a bien sûr
quelques collectionneurs, artistes même, qui achètent des tableaux pour le plaisir d'en acheter, mais je crois qu'ils sont exceptionnels. Si vous ne connaissez pas les règles de l'art, si vous ne savez pas que des réactions chimiques peuvent se produire sur la toile, si vous n'avez pas appris à dessiner, si vous n'avez pas appris à traiter une toile, un support, si vous n'avez pas appris à bien mettre sur un châssis, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un angle droit ou qu'une ligne droite, vous créez de sérieux problèmes. On achète un tableau parce qu'on trouve que les couleurs sont extraordinaires, et voilà que 4 ou 5 ans plus tard, pas plus, le tableau devient tout noir. Les couleurs tout. Alors vous pensez que celui qui a fait cette expérience-là n'a plus envie d'acheter d'autres tableaux haïtiens. Et non seulement il n'a plus envie, mais il va faire de la propagande contre l'art haïtien. Et on est parti du principe que l'art ne s'apprend pas. Bien sûr, on ne doit pas être prisonnier des techniques de l'art occidental. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure et qu'il fallait faire le maximum d'expériences possibles. Mais il y a à la base le métier d'artiste qu'il faut posséder. On n'improvise pas la façon de préparer une toile. On doit connaître les lois qui régissent les mélanges des couleurs et bien d'autres choses. Et c'est pour ça que j'estime qu'on doit prendre très au sérieux la formation de nos artistes. J'entends bien par là qu'il ne s'agit pas de leur donner une formation académique. J'ai toujours dit que trop de connaissances mal digérées peuvent conduire à un maniérisme insoutenable, c'est-à-dire l'utilisation de la technique pure sans qu'il y ait rien derrière cette technique. Il y a une certaine marge de liberté qu'il faut donner à l'artiste. Et ces écoles que je prône, ce sont des écoles où tout en apprenant les techniques de l'art, on essaie de préserver au maximum la personnalité de l'artiste et où l'on essaie de renforcer son sens de la créativité. Il y a bien sûr d'autres problèmes, des problèmes beaucoup plus sérieux. C'est que si l'on regarde la courbe de l'art haïtien, les grandes périodes et les périodes de moindre production, on sera surpris de voir que l'art est essentiellement une affaire de clientèle. L'artiste produit généralement, il y a quelques exceptions, Van Gogh, dans la mesure où il sait que son œuvre sera achetée. Les grandes périodes de l'art haïtien, la première grande période, 19e siècle,
il existe une grande clientèle haïtienne. Parce que justement, la photographie n'existe pas encore. Parce qu'on a besoin de paysages pour orner les maisons. Et que l'Église également commande des tableaux pour le culte. Donc il y a une clientèle. C'est lorsque cette clientèle se sera détournée de la peinture pour aller soit vers la photographie, soit vers les robots, que la peinture va connaître une période de baisse. La période de rejeté aussi va nuire énormément. La période de rejeté, heureusement qu'elle n'a pas duré longtemps. Elle n'a pas duré longtemps. Et je crois que si Hector Hippolyte était venu 10 ans plus tôt, que nous n'aurions pas eu les chefs-d'œuvre qu'il nous a laissés. Mais la seconde période de la peinture haïtienne, elle est liée essentiellement à une montée du tourisme. Donc il est normal, en quelque sorte, que le tourisme, disparaissant presque, que la peinture se trouve dans une situation excessivement difficile. Avec ce danger, c'est que les artistes s'ouvrent des débouchés vers l'extérieur. Et ces débouchés vers l'extérieur substituent à la clientèle nationale une clientèle entièrement étrangère. Et que les artistes ont désormais tendance à peine dans le goût de cette clientèle étrangère. Donc la sincérité de l'art, est essentielle. La spontanéité prend un coup. Disparaît. Et de plus, avec les sites que nous avons sur Internet actuellement, la réputation de la peinture haïtienne a reçu et reçoit de sérieux coups. Parce que ce qui est généralement présenté sur Internet, c'est de la peinture artisanale. Je ne suis pas contre la peinture artisanale, je la comprends. Je comprends qu'on paye pour vivre. Elle ne peut pas se substituer à la bonne peinture. Elle ne doit pas être proposée comme la bonne peinture haïtienne. On ne propose pas les maîtres sur Internet. Et ce qui arrive, c'est que généralement, on achète à des carrefours à $20 haïtiens et on revend ce qu'on a acheté à $20 haïtiens à $200 US. Même plus. Et donc, le profit ne va pas à l'artiste haïtien, le profit ne sert même pas le pays, le profit sert généralement ces étrangers qui arrivent, qui envahissent le marché et qui demandent de faire des centaines de tableaux identiques et qui partent. Mais je crois que malgré tout, il y a espoir. Il y a espoir. S'il y a un petit peu d'effort pour encadrer la jeunesse, pour prendre un certain nombre de lois pour la protection de l'art haïtien. Parce que nous vivons aujourd'hui des situations ridicules.
N'importe qui peut sortir, peut quitter le pays avec des œuvres de grande valeur. Grande valeur, même des œuvres du 19e siècle. Nous nous dépouillons entièrement de notre patrimoine. On passe, on s'en va, et on ne pose pas de questions. Mais lorsqu'il faut entrer maintenant, même lorsque l'artiste revient d'une exposition à l'extérieur et qu'il ramène ses œuvres, il y a énormément de problèmes avec la douane. Donc, les artistes ont tendance soit à ne pas envoyer leurs œuvres à l'extérieur, soit à les laisser définitivement à l'extérieur. Et dans les deux cas, c'est le pays qui perd. Il y a toute une défense des droits d'auteur qu'il faut prendre très au sérieux. Je sais que l'on... Non, on fait des efforts, on travaille là-dessus. Il faut beaucoup plus d'efforts que ce qui se fait actuellement. Et il faut que l'État accepte de subventionner. Je ne demande pas de subventionner les musées privés. N'est-ce pas? Ce serait merveilleux. Mais au moins que le musée d'État soit subventionné et que ce musée d'État, c'est-à-dire le MUBANA, puisse faire régulièrement des acquisitions. Je crois que partout ceci se fait. Ce serait aussi une bonne chose si on pouvait faire une propagande autour de l'art haïtien. On parle beaucoup de l'artisanat et on oublie que la colonne vertébrale de l'économie, c'est aussi l'art. Lorsqu'il y a des ventes aux enchères, l'État haïtien est concerné. On aurait dû envoyer des gens pour faire monter la côte. La côte. Ça se faisait autrefois. Parce que si on ne monte pas la côte des artistes, les côtes chutent. Tout sera liquidé. En fait, c'est ce qui est... C'est ce qui arrive. Donc, je pense que nous avons un ministère de la culture et que le ministère de la culture doit s'occuper d'autre chose que du carnaval. Doit savoir que l'art haïtien a une importance capitale à travers le monde. J'ai lu aujourd'hui un texte de Jean-Marie Le Clésio qui doit préfacer le catalogue de l'exposition à Paris. C'est un texte excessivement élogieux pour l'art haïtien. C'est-à-dire que nous pouvons encore sauver la situation. Mais il faut l'appui de l'État. Il faut que le ministère de la Culture s'en occupe et s'en occupe sérieusement. Oui, mais le ministère de la Culture a un budget très mince, vous le savez, qui est presque inexistant. Le ministère de la Culture en Haïti est un parent pauvre. Alors qu'on ne vienne pas me dire que Haïti a seulement sa culture à vendre. Et pourtant, Haïti n'a que sa culture à vendre. Et si Haïti a sa culture à vendre, si la réputation d'Haïti repose sur sa culture, si chaque année nous récoltons des prix littéraires, et si le Louvre nous demande d'exposer des tableaux haïtiens, je crois que l'État haïtien doit prendre ses responsabilités et savoir qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Ceci m'amène à vous dire qu'il faut aussi protéger tous ces artistes-là dont on copie les œuvres qui sont exposées sur les trottoirs. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il y ait... Ces artistes n'osent même pas protester. Ils n'osent même pas protester. Il faut qu'il y ait une législation. Et ce n'est pas une législation, un ensemble de lois à être gardées dans des livres. Il faut que ces lois soient renforcées. Je crois que
nous passons par une période excessivement difficile. Excessivement difficile. Mais que le miracle haïtien, c'est pas moi qui utilise le mot pour la première fois. Le mot est de Rodman. Le miracle haïtien, c'est-à-dire le miracle de l'art haïtien. Ce miracle peut se renouveler et doit être renouvelé parce que le potentiel est là. Et nous ne pouvons pas. J'ai constamment à la pensée cette phrase de Mozart, de Saint-Exupéry. C'est Mozart qu'on assassine. Oui. Et chaque jour en Haïti, c'est un assassinat de Mozart. Monsieur Lormeau, c'est bien triste tout ça. Mais ce que moi je vous dis, est-ce que l'on ne pourrait pas, à défaut d'une école d'art, avoir au moins des ateliers ou un endroit où les artistes pourraient aller, se rencontrer, échanger? Le recteur de l'université, le recteur actuel, je ne sais pas si je devrais le dire, a depuis quelques années l'idée d'ouvrir une faculté des arts. Je crois que le public devrait appuyer cette idée. Et nous aurions non seulement l'ENARTS qui doit être restructuré, mais nous aurions au moins cette faculté des arts. Et aujourd'hui encore, j'ai rencontré un recteur, si je ne me trompe, c'est de l'université d'Amiens. Et la conversation est tombée immédiatement sur quelle aide peut-on fournir aux écoles d'art. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Non, lorsque je dis que c'est difficile, je ne vois pas comment on peut aider valablement une école qu'on reprend et une autre qui est un projet peut-être lointain. Vous voyez, je pense que l'on devrait, dans une politique saine, non seulement avoir les NATS, mais avoir des écoles d'art, au moins une école par département. Il est impensable qu'une ville où il y a tant d'artistes, comme le Cap haïtien, n'ait pas une école nationale d'art. Et ceci est valable également pour Jacmel, ou pour Saint-Marc, ou pour Jérémie. Nous ne pouvons pas assister les bras croisés à ce gaspillage inouï de talent. Un assassinat de talent. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que tous ceux-là qui copient et qui exposent ces œuvres que nous voyons sur les trottoirs, ce sont des gens qui ont... d'excellents artistes et de grands créateurs. Il suffirait qu'ils soient encadrés. Et ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande vraiment pas grand-chose. Ça demande seulement qu'il y ait une volonté politique de le faire. Monsieur Lormeau, en parlant de politique, il y a un rapport entre l'époque indigéniste et l'art haïtien. Parlez-nous de cette époque-là. Je crois que le renouveau de l'art haïtien, date de 1930 et est lié à l'école indigéniste. En gros,
c'est assez complexe, mais la peinture haïtienne se renouvelle dans un sursaut de révolte contre l'occupation, contre les excès de l'occupation, et dans une quête également d'identité. Ce n'est pas que la peinture du 19e siècle ait ignoré le milieu haïtien. Non, la peinture du 19e siècle est viscéralement ancrée dans le milieu haïtien. Mais seulement s'adresse à une classe, représente une classe, a pour clientèle une classe sociale déterminée. La peinture indigéniste va vouloir aller plus loin, beaucoup plus loin que la peinture du 19e siècle. Retrouver l'âme haïtienne dans ce qu'elle a de spécifique. Retrouver l'âme haïtienne façonnée par les traditions multiples et particulièrement par les traditions africaines. Et pour cela, mettre la paysannerie au cœur de l'art haïtien. Et la peinture indigéniste se développe en même temps que le roman paysan haïtien. Il est assez frappant de noter que l'un des premiers romans paysans haïtiens, c'est La case d'Ambala de Pétion-Savin. Et que Pétion-Savin a été le chef, le promoteur et le chef de l'école indigéniste. Et que tous ces jeunes qui vont rejoindre Savin pour former cette école vont penser, contrairement à ce qui se fera dans la suite, vont penser qu'il faut travailler d'après nature, qu'il faut travailler sur modèle. Et ils vont mettre leur chevalet dans la campagne haïtienne et choisir pour modèle des paysans haïtiens. Et l'œuvre de Savin de l'époque, n'est-ce pas, est une œuvre où nous trouvons essentiellement le monde paysan, de même que l'œuvre de Ramponneau. Et lorsque ce n'est pas le monde paysan, nous trouvons le monde des petits milieux de Port-au-Prince et même des bas-fonds de Port-au-Prince. N'est-ce pas? Et toute cette misère populaire qui était cachée au XIXe siècle, n'est-ce pas, sera brusquement étalée au grand jour. Et là, c'est bien avant le centre d'art, c'est bien avant 1945. Parce qu'on a tendance à dire que l'art haïtien naît en 1945. Non, l'art haïtien ne naît pas en 1945. Nous n'allons pas revenir sur le 19e siècle. Mais le 19e siècle est riche et ce qui s'est passé au 19e siècle est exceptionnel. Bien sûr, et nous avons gardé très peu d'échantillons de l'art du 19e siècle. Pour une raison très simple, que je pense qu'on comprend aujourd'hui, parce qu'on ne s'est jamais soucié de la protection des œuvres d'art. Et qu'il y a eu émeutes, prise d'armes, incendies parfois provoqués par le gouvernement lui-même, il y a eu tremblement de terre, il y a eu cyclone, il y a eu toutes sortes de catastrophes. Et on ne parle pas assez
Mais de même que la disparition que le sac de Milo a fait disparaître de nombreuses œuvres d'art, la disparition de la villa de Pétion à Volant-le-Thor, n'est-ce pas, a fait disparaître un musée. Un musée. Et que lorsque nous faisons le décompte des œuvres qui se trouvaient dans le premier palais national, le premier palais hérité de l'époque coloniale, et nous réalisons l'étendue de la catastrophe lorsque ce palais a sauté avec toutes les œuvres qui s'y trouvaient. Et personnellement, jeune, j'ai vu saccager le Sénat de Port-au-Prince. J'ai vu traîner sur les rues de vénérables tableaux qui remontaient au 19e siècle. Je ne veux pas utiliser les mots que j'avais enfant entendus, mais qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, que certaines œuvres nous soient parvenues, il s'agit non seulement de miracles, mais ceci prouve la quantité d'œuvres qu'il y avait. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Il est important de noter qu'un écrivain aussi raciste que Candler, qui dit que les Noirs peuvent être doués pour l'imitation, qu'ils peuvent écrire bien, mais qu'ils sont incapables de création, parce qu'ils sont incapables de penser. Et que Candler parle de l'importance de l'activité artistique à Port-au-Prince. Il est choqué de voir que les tableaux se vendent dans les rues de Port-au-Prince. Oui. Mais ce même Candler qui dit que les Noirs sont incapables de produire, il reconnaît le génie de Timoléon Desjoie, au moins Timoléon Desjoie. Et il dit que si Desjoie avait eu la chance d'aller dans les écoles en Europe, qu'il aurait pu être un très très grand artiste. Peu importe, ce que nous savons, c'est que le pasteur Bird, quelques années plus tard, oui, et le pasteur Bird, généralement sympathique aux Haïtiens, est généralement toujours crédible. Et il dit très simplement que partout où vous allez, dans les maisons de Port-au-Prince, vous devez vous attendre à trouver des tableaux réalisés par des artistes haïtiens. Et que des œuvres qui sont parfois valables, parfois de mauvaise qualité, mais qui vous frappent au visage dès qu'on ouvre les portes. Donc, je ne vais pas dire ce qui se passait sous Luc ignorant, n'est-ce pas, analphabète, soit disant, mais qui a eu la volonté d'anoblir un certain nombre de peintres. Et les peintres pouvaient avoir accès à son cabinet privé à n'importe quel moment. Eh bien, lorsque des tableaux étaient réalisés dans l'atelier du baron Colbert de Lochard ou du chevalier Lamotte de Duthier ou du chevalier Alcide Barrault, c'est l'impératrice en personne qui allait enlever ces tableaux, les amener en procession à la cathédrale de Port-au-Prince. Et lorsqu'un portrait de l'empereur était réalisé
pour être envoyé dans telle ville de province, Soulouk organisait généralement une réception pour montrer le tableau. Donc ceci nous prouve l'importance de la peinture. Et j'ai signalé la dernière fois que Christophe avait déjà créé une école d'art, mais que Geffrard, à la chute de Soulouk, n'aura rien de plus pressé que d'ouvrir une école d'art. Et nous allons avoir une succession d'écoles d'art emportées à chaque fois par des crises politiques jusqu'à la fin jusqu'à l'occupation américaine. Portrait de Soulouk par Loucha, par Colbert Loucha. Haïti et ses peintres de Michel-Philippe Lorbeau. Monsieur Lorbeau, si nous avons eu cette tradition des œuvres d'art, comment se fait-il qu'on ait eu cette déchéance, que l'on connaisse maintenant cette déchéance? Que s'est-il donc passé? En 1944 déjà, il y avait cette grande exposition à Cuba. C'était avant l'ouverture du centre d'art. Nous étions connus déjà à l'extérieur. Que nous arrive-t-il? Il y a des injustices. Vous voyez, parce que on prétend non seulement qu'il n'existait pas de peinture haïtienne avant 1944, mais qu'il n'y avait jamais eu d'exposition à Port-au-Prince. Oui. Je crois savoir, et il suffit de consulter les journaux d'époque, qu'en 1933, Pétion-Savin a eu une grande exposition au cercle porto-princien. Et que régulièrement, même lorsqu'il n'existait pas de salle d'exposition, il y avait dans certaines écoles, comme la Madeleine, régulièrement, 4 ou 5 fois l'an, des expositions de peinture. Et ceci jusqu'à l'occupation, jusqu'à la fin de l'occupation, et même au-delà. Vous voyez? Et en 1938, si je ne me trompe, Pétion-Savin participe à un concours en Californie organisé par la IBM Corporation, une exposition internationale. Et c'est Savin qui a le premier prix pour son tableau « Marcher sur la colline ». Et l'année plus tard, ce sera Georges Ramponneau qui l'aura pour Marchand de coco. Donc ça veut dire qu'il existe une peinture haïtienne. D'ailleurs, Peters ne l'a jamais nié. Non. Peters s'est posé une question essentielle. C'est écrit. Il s'est demandé pourquoi, dans un pays avec des couchers de soleil aussi merveilleux, l'art de la peinture était moribond. Il emploie bien le mot moribond. Il faut spécifier pour nos téléspectateurs que vous parlez de DeWitt Peters. Oui, je parle de DeWitt Peters. Et l'idée de Peters, en créant le centre d'art, c'est de rassembler les artistes haïtiens. Et le jour où il inaugure le centre d'art, nous avons une trentaine d'artistes haïtiens qui exposent. Et c'est important de noter que Pétion-Savin est absent du pays, mais que Peters lui-même insiste pour qu'une peinture
de Pétion Savin soit présenté à cette exposition pour marquer l'importance de Pétion Savin et peinture qui devait se trouver à la place d'honneur. Donc, et à l'origine même, nous avons des professeurs d'art haïtiens au centre d'art. Albert Mangonèse, Lucien Price, Maurice Borneau, Georges Ramponneau, au moins ceux-là sont professeurs. Ils ne sont pas étudiants au centre d'art, ils enseignent. Donc, c'est dire que la peinture haïtienne existait. Mais ce qui est important avec le centre d'art, c'est l'avènement du mouvement populaire que personne n'avait prévu. Et c'est pour ça que je répète constamment, c'est le mouvement populaire qui s'est imposé au centre d'art et non le centre d'art qui a créé le mouvement populaire. Le mérite de Peters, parce que son mérite est grand, très, très grand, c'est d'avoir accepté de tenter l'expérience. Parce que Peters lui-même a avoué que jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais entendu parler de peinture naïve et qu'il avait lui-même une formation très académique et que son père peintre peignait dans le genre très impressionniste. Et nous avons au musée des aquarelles de Peters qui, entre autres, était un excellent technicien. Et Peters a une formation classique importante. Or, lorsque José Gomez Sicré vient avec le tableau de Philomé Aubin et dit que ce tableau, enfin, nous avons trouvé la solution, dira-t-il, pour une exposition à La Havane. N'allons pas envoyer une exposition de peinture moderne, mais nous allons envoyer une exposition de peinture populaire. Et Peters est effrayé. Comment est-ce que le public cubain va accueillir ces œuvres de ces artistes-là qui ne savent pas peindre? Il a fallu toute la patience d'Albert Mangonèse surtout. Il faut rendre cet hommage à Albert Mangonèse. Il a fallu la patience d'Albert qui prend sur lui la responsabilité et qui fait sortir un article dans la Phalange, un article prophétique, disant nous assistons à la naissance d'un art nouveau. Et c'est justement le succès de La Havane, cette exposition qui va à La Havane, qui connaît un grand succès en avril 1945, qui ouvre les yeux de Peters. Et à ce moment-là, il devient, comme on le répète souvent, un Saint Vincent de Paul pour soutenir cette peinture et la faire connaître. Oui, il ira jusqu'à vendre sa maison aux États-Unis. Il se dépouille de tout et je pense que le personnage, il n'est pas un dieu, il a eu ses défauts, mais je crois que le personnage est très mal connu et que c'est un personnage qui a fait énormément de bien pour Haïti et la peinture haïtienne. D'ailleurs, c'est grâce à Peters que nous avons le musée d'art haïtien. Parce que dès le point de départ, Peters a décidé ce que l'État haïtien devrait faire. Que dès qu'il y aurait un tableau de grande valeur, que ce tableau resterait au centre d'art.
Et je crois même qu'à un certain moment, on a vendu le paradis terrestre de Bigot. Et que Peter, ça fait racheter le paradis terrestre, qui est revenu. Donc, c'est cette collection réalisée par Peters. Sinon, nous n'aurions rien eu. Tout serait parti. Oui, c'est ce que nous avons actuellement au musée d'art haïtien et c'est ce qui nous reste en réalité. C'est ce qui nous reste. Et avec quelqu'un d'autre. C'est parti pour l'étranger. Un autre fou, les fous sublimes, que j'ai eu la chance de connaître, c'est Monsieur Vogli. Monsieur Vogli. Et on ne s'imagine pas aujourd'hui ce qu'il a eu de difficulté pour faire mettre les peintures murales dans la cathédrale. Oui. Oui. Et en même temps, on ne dit pas aussi que Vogli a donné une partie de sa collection à Haïti. Et que c'est cette seconde partie qui va s'ajouter à la collection du Centre d'art, qui va constituer le fond du musée d'art haïtien. Alors, qui a eu ce grand mouvement-là? Ce grand mouvement qui a étonné le monde et que l'État haïtien ne s'en est jamais soucié. C'est grave. Mais il n'est pas trop tard, parce qu'après le séisme du 12 janvier, le musée d'art haïtien se trouve endommagé. Et je saisis cette occasion pour faire appel aux Haïtiens, à l'État haïtien, au gouvernement haïtien, pour que l'on fasse quelque chose pour ce musée d'art haïtien qui représente l'âme de la nation. Monsieur Lorbeau, je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. J'espère que nous aurons encore bientôt le plaisir de nous enrichir de vos connaissances. Merci infiniment. Un plaisir. Amis téléspectateurs, comme moi, ayez une pensée positive pour l'art haïtien, ayez une pensée positive pour nos artistes, pour ces fous de l'imaginaire. Respect. À très bientôt. Dieu vous garde.